Il existe en Turquie de grands contrastes vestimentaires. On rapporte que dans certaines villes, on ne voit pas une seule femme voilée, alors que dans d'autres, c'est tout le contraire. Bien que Kemal ait défendu aux hommes, sous peine sévère, de porter le fez, il avait tout simplement déconseillé aux femmes le port du voile. Même aujourd'hui, il n'est pas rare d'apercevoir encore, à la campagne, des femmes se voilant le visage ou fuyant à la vue d'un étranger. Nous abordons aujourd'hui un pays qui, en quelques années, sous l'impulsion d'un seul homme, a fait un prodigieux bond en avant. Prodigieux, le mot n'est pas trop fort. Et cet homme, c'est Mustafa Kemal. Il devint président de la République de Turquie en 1923 et le resta jusqu'à sa mort en 1938. Miroir d'Ève reflètera pour vous l'image et l'œuvre de ce grand homme, car c'est à travers ses réformes que nous pourrons le mieux apercevoir la femme turque telle qu'elle est aujourd'hui. Son Excellence, M. Taha Carim, ambassadeur de Turquie à Ottawa, nous ouvrira une porte sur l'Orient, car sans guide, il nous serait très difficile d'en comprendre l'évolution. La majeure partie de la Turquie actuelle est en Asie mineure, mais elle a un pied en Europe touchant la Bulgarie et la Grèce, au nord-ouest. À l'ouest, son littoral baigne dans la mer Égée, tandis qu'au sud, il plonge dans la Méditerranée. Au sud toujours, mais plus à l'est, la Syrie et l'Irak prennent la relève. À l'est, elle est bornée par l'Iran et l'URSS, tandis qu'au nord, c'est la mer Noire qui lui sert de frontière. La capitale actuelle, Ankara, se trouve à l'intérieur du pays, tandis qu'Istanbul, ex-capitale, se trouve au nord-ouest, sur le Bosphore. Celui-ci fait communiquer la mer de Marmara avec la mer Noire et sépare Istanbul de l'Asie mineure. Istanbul, qui ressemble, comme disait André Falk, à une courtisane, 25 siècles d'histoire lui ont laissé des rides. Mais le soleil qui se couche sur le Bosphore lui rend ses phares et elle redevient mystérieuse et éblouissante, avec les 400 mosquées qui lui restent, leurs minarets pointus et ses quartiers bariolés. Une foule bigarrée de Turcs, d'étrangers, de chrétiens, de musulmans se croisent sur le pont qui enjambe la Corne d'Or, arrière-porte d'Istanbul, ou encore sur le pont de Galata qui réunit les deux rames d'Istanbul d'Europe. Le Bosphore sépare la ville et la Turquie d'Europe de l'Asie mineure. Excellence, permettez-nous de vous poser une question qui peut être complexe, mais qui est très important de poser. Il y a certainement une différence entre Byzance, Constantinople et Istanbul. Quelle est-elle? C'est purement étymologique. Au début, celui qui a fondé la première ville sur cet emplacement s'appelait Vysas, qui est venu de Grèce. Et Vysas a donné le nom de Byzance. Par la suite, quand Constantin le Grand, empereur de Rome, a fondé sa capitale sur cet emplacement, il l'a appelé Constantinopolis, qui veut dire la ville de Constantin. Et après, quand les Turcs se sont emparés de cette capitale en 1453, et les soldats turcs qui entendaient les Byzantins allant de l'autre côté de la ville à l'ancienne ville, ils disaient « allant Stimboli », qui en grec veut dire « allons à la ville ». Alors le mot de Stimboli, par les Turcs, a été pris comme le nom de la ville, et d'où le nom Istanbul. En 1920, c'est le traité de Sèvres. Qu'est-ce que ce traité signifie pour la Turquie? Ben, le traité de Sèvres signifie pour la Turquie un arrêt de mort. Parce que, comme vous savez, la Turquie faisait partie du groupe des pays vaincus à la fin de la Première Guerre mondiale. Et ces traités des alentours de Paris qui ont servi de traité de paix à tous ces pays, il y avait le traité de Sèvres pour l'Empire ottoman. Alors le traité de Sèvres, ne laissant presque rien à la Turquie, était un arrêt de mort que nous n'avons pas accepté. Excellence, on a parlé beaucoup des réformes gigantesques apportées par Mustafa Kemal, mais qui était-il au juste? Bien. Mustafa Kemal était un général victorieux de la Première Guerre mondiale, ayant livré peut-être la seule bataille victorieuse aux Dardanelles. Il était bien connu déjà du pays. Et par la suite, après le traité de Sèvres dont nous avons parlé,
Il a été à la tête du mouvement de libération en 1919. Il a commencé son mouvement comme simple citoyen et il a terminé cette première phase par la victoire finale de libération en 1922 et il a été le premier président de la Turquie en 1923. Que signifient les titres qu'on lui a donnés, Atatürk et Gazi? D'abord, Gazi. Gazi veut dire le victorieux. Après la victoire de libération, le Parlement, l'Assemblée nationale, lui a décerné ce titre. Mais par la suite, en 1934, quand parmi ces évolutions et révolutions, il a obligé les Turcs à porter un patronyme, le Parlement, reconnaissant, lui a attribué le patronyme d'Atatürk, qui veut dire le père des Turcs, puisqu'il venait de nous ressusciter, pour ainsi dire. C'est très intéressant. Cette révolution qu'il a faite, comment a-t-il pu la réussir aussi rapidement? Ah, ça, c'est une question très intéressante, parce que elle réside dans la puissance de cet homme qui, d'après moi, et je crois que je n'exagère pas, c'est un des hommes titaniques qui viennent tous les 4 ou 5 siècles. Alors, son vouloir, sa vision sans borne était telle qu'il a pu réussir grâce à son courage indomptable. Tout le long du littoral, le climat est tempéré, tandis qu'à l'intérieur de la Turquie, il passe d'un extrême à l'autre. Un été torride succédant à un hiver rigoureux, pendant lequel la neige n'est pas absente. Les 4/5 de la population sont formés de paysans qui travaillent tant bien que mal leurs champs. La grande propriété n'existe pas, à part peut-être dans le sud, où l'on cultive le coton. Les paysans ne payent plus d'impôts sur le revenu et la construction de silos permet de conserver les récoltes, dont une bonne partie se perdait autrefois. D'autre part, l'augmentation du nombre des tracteurs sur les fermes permet aux paysans un travail plus rapide et donne un meilleur rendement. L'Anatolie est une belle province fertile en voie de développement. Cependant, dans d'autres provinces, les charrettes à bœufs n'ont pas toutes disparu. La femme doit accomplir beaucoup de travaux pénibles que l'homme, quelque peu indolent, lui abandonne. Il existe un fossé entre le paysan et le citadin. Par contre, il n'y a pas à proprement parler de lutte de classe. Le reste de la population se compose en majeure partie de militaires, puis d'artisans boutiquiers, d'intellectuels et de bourgeois aussi. Comme dans la plupart des pays, le paysan compte sur ses enfants pour l'aider, même si la fréquentation de l'école primaire est maintenant obligatoire. La paysanne s'occupe aussi de faire les cueillettes, des figues, des fruits précieux et produits d'exportation. Même dans les campagnes aujourd'hui, les femmes ne cachent presque plus leur visage. Et la casquette chez l'homme a remplacé le fez et le turban. Ce furent 2 points importants de la réforme vestimentaire accomplie par Mustafa Kemal. Merak İsmail Zülüddatiller söyler ismini Merak İsmail Zülüddatiller söyler ismini Sadık yarı kavuştu ya sadık Lan konuştu ya sadık lan konuştu Sadık yarı kavuştu ya sadık Lan konuştu ya sadık. Excellence, est-il exact que l'islamisme soit aboli comme religion d'État? Comme religion d'État, oui, pas l'islam, mais la séparation de l'État et de la religion est chose faite depuis justement les révolutions d'Atatürk. Seulement, il n'empêche que le peuple turc, pour ses 98 ou 99%, est de confession musulmane. Alors le peuple turc pratique sa religion, Oui, même pratique, si oui, l'État seulement- est indépendant. Oui, C'est ça. l'État est laïque. Et voulez-vous nous parler des derviches tourneurs? Est-ce qu'il en existe encore et qui étaient-ils? Non, il n'en existe pas. C'était en quelque sorte une secte, une philosophie et une certaine gymnastique, disons, un rituel, un rite. Mais comme la révolution d'Atatürk était une révolution d'unification nationale, tout ce qui était clan, séparatisme, etc., a disparu et banni par la loi. Excellence, que sont le Ramazan et le Sheker, une fête sucrée? Oui. Le Ramazan, c'est un nom de mois musulman qui correspond, un mois lunaire, qui correspond à la période de carême. Il dure un mois. Et alors, on jeûne, et à la fin, pour se réjouir, on mange des choses sucrées, et pour cela,
la fête de 3 jours qui le suit, nous l'appelons, nous, Turcs, fête du sucre ou fête du bonbon. Monsieur Djarim, nous parlons religion encore un tout petit peu, mais dans un autre ordre d'idée. La religion musulmane n'a-t-elle pas été un obstacle aux réformes laïques de Mustafa Kemal? La religion elle-même, non. Mais peut-être il y avait des groupes de gens qui voulaient l'empêcher d'aller de l'avant ou de résister ou d'autres activités subversives. Mais comme la révolution d'Atatürk est née d'une guerre victorieuse de libération, la quasi-majorité du peuple turc était derrière lui. Alors cette vague a tout emporté. Il y a une séparation donc stricte d'État et de religion. Oui, absolument. C'est-à-dire toutes les religions sont permises, personne ne s'occupe de ça, mais chacun est protégé pour pratiquer sa religion, mais l'immixtion de la religion comme au temps jadis n'existe absolument pas. Est-ce qu'il y a un sentiment nationaliste très fort encore aujourd'hui, puisqu'il y a dû en avoir un lors de la Révolution? Oui, il y en a. Parce que, comme vous savez, la République dont nous fêtons le 40e anniversaire actuellement a remplacé l'Empire, qui était une communauté d'autres nationalités. Et la République repose sur la nation turque. Donc c'est un État unitaire, d'où nationalisme, évidemment pas à outrance. Alors donc, la religion musulmane ou toutes les autres religions ne viennent pas à l'encontre de ce que le gouvernement désire faire? Non. Et encore aujourd'hui, est-ce qu'on admire beaucoup Mustafa Kemal? Et c'est drôle, il est beaucoup plus vivant 25 ans après sa mort que pendant son vivant, parce qu'il était tellement grand qu'il nous faut du temps, du recul pour le comprendre. Et chaque jour, nous le comprenons plus. Et je peux dire que pour autant, nous vivons sur son crédit. Alors, Excellence, nous reviendrons dans un tout petit instant à la Turquie moderne, si vous le permettez. Les frontières actuelles de la Turquie, relativement récentes, les changements radicaux qui s'y sont faits, déroutent peut-être une conception périmée que nous avions de ce pays. Il ne faudrait pas oublier que c'est en Turquie que se situe le mont Arara, sur lequel s'échoua l'arche de Noé. En Turquie également, Troie, dont la belle Hélène déclencha la guerre. La ville de Tarse, d'où vint Saint Paul, est en Turquie. Et où Crésus habita-t-il, croyez-vous? Eh bien, en Turquie. Un regard sur le paysage turc a de quoi nous étonner. Ça et là, à Pergame ou à Éphèse, surgissent à travers les arbres les ruines imposantes de style gréco-romain. Pergame, fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ, devint un peu plus tard colonie romaine. Et c'est à Éphèse que s'élevait le fameux temple de Diane, qui fut l'une des 7 merveilles du monde et dont il ne reste plus aujourd'hui que l'emplacement. Tandis qu'à Didyme, on peut admirer encore quelques belles colonnes qui soutenaient le temple d'Apollon. Dans un paysage presque lunaire s'élève une ville à demi troglodyte, Urgube. Ses pierres sont habitées. Le voyageur ne sentirait peut-être pas une présence humaine s'il n'apercevait à quelques détours une vigne ou un jardin. Monsieur Djarim, je pense que tous les pays du monde sont intéressés à un aspect, à une industrie, si je peux qualifier cet aspect ainsi, du tourisme. Est-ce qu'il y a un développement touristique intense en Turquie? Justement, cette année, je crois, nous touchons le point culminant, puisque nous venons d'instaurer un ministère du tourisme. Parce que nous avons découvert finalement que le tourisme rapportait à un pays beaucoup plus que ses produits nationaux classiques comme le tabac, les figues et les raisins. Et alors là, comme la Turquie présente un folklore, une nature et des vestiges de 5 ou 6 civilisations superposées qu'on voit éparpillées tout le long de la Turquie, nous avons su que finalement que le tourisme devait être développé. Vous aviez quand même au préalable des bureaux touristiques à travers le monde? Oui, nous avions des petits bureaux, mais ce n'est pas là. Maintenant, nous développons le site même, et les hôtels, les routes, les motels, et aussi mettre en valeur tout ce qui est touristique. Vous avez donc doublé certainement votre... Nous commençons seulement.
Excellence, pourquoi la Turquie a-t-elle emprunté son code civil à la Suisse, son code pénal à l'Italie et son droit commercial à l'Allemagne? Tout à l'heure, vous m'avez posé la question de la vitesse d'exécution d'Atatürk. Ça fait partie de ce programme. Et comme il voulait rénover et rompre avec le passé et faire quelque chose de son vivant, il a trouvé que adapter certains codes qui sont très modernes et très faisables à la vie turque serait beaucoup plus facile que de demander à l'université d'en fabriquer un. Et alors ça a marché depuis 1926 où le code civil est parti, il s'adapte tout à fait. Il a fait servir à son pays ce qui avait été utile Oui, à d'autres pays. En, voilà. évidemment, modifiant selon les En besoins. adaptant, oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que la femme turque doit vraiment son émancipation à Mustafa Kemal? Ah, ça entièrement. Parce que justement, nous parlons du Code civil. Le Code civil date de 1926, qui reconnaît à la femme tous les droits absolument égaux à ceux de l'homme. Elle vote, elle est éligible, elle occupe des positions sociales et officielles, aussi bien que les hommes. Et on a institué la monogamie? Oui, évidemment, la polygamie est prohibée et depuis 1926. Alors là, et comme il y a en Turquie un homme pour une femme, nous sommes très équilibrés. Oui, ça va très je bien. crois qu'on n'a pas besoin de... Alors la monogamie, le mariage civil, le divorce, ça a été accepté assez facilement par le peuple turc. Oui, très, très facilement, mais avec joie, surtout, et surtout que les femmes commandent à la maison. Oui, enfin. Et les harems alors? Oh, les harems, ça c'est plutôt de la littérature. Ça existait. Ça existait au palais du sultan et ça existait aussi au petit palais des seigneurs, des grands pachas autrefois. Mais c'est une... il faut aller 1 ou 2 siècles en arrière pour les trouver. Est-ce qu'il arrive que l'on contourne la loi? Parce qu'autrefois, un homme pouvait épouser une femme très jeune, alors que maintenant, ils doivent attendre qu'elle ait 18 ans. Oh non, mais c'est-à-dire comme ici ou ailleurs, c'est-à-dire on peut donner certaines permissions après un certain âge, mais normalement, il faut être majeur pour le mariage. Et tout ce modernisme a-t-il changé un peu les relations parents-enfants? Oui, évidemment, les enfants sont beaucoup plus émancipés et nous souhaitons que cela ne nuise en rien au respect qu'ils avaient pour leurs parents. Et je l'espère que Je ça va pense pas que nuire. le même problème se retrouve à travers le monde. C'est la même chose. je crois. Alors faisons le souhait pour le monde entier. Oui. Les femmes brodent encore beaucoup, même si la broderie perd un peu de son importance, depuis la réforme vestimentaire accomplie par Mustafa Kemal. D'autre part, les petits artisans boutiquiers se trouvent encore en grand nombre au bazar ou sur les coins de rue. Ils martèlent le cuivre et l'argent avec art, selon une tradition transmise de père en fils. Les touristes sont attirés par ces produits de l'artisanat qui ont pour eux un attrait exotique, comme s'ils portaient en eux les relents d'une Turquie à sérail, à femmes voilées, retranchées dans un harem de sultans absolus. Bref, une vision de la Turquie telle qu'elle a été conçue par le romantique Pierre Doty. Voulez-vous nous parler, Excellence, du grand effort d'éducation fait pour la masse? Un effort considérable a été fait depuis assez longtemps en Turquie pour l'éducation de la masse, surtout en instaurant l'éducation primaire obligatoire. Chaque enfant qui atteint l'âge de 6 ou 7 ans est obligé d'aller à l'école et avoir son certificat d'études primaires. Ah, il doit aller jusqu'au certificat Oui. d'études Et primaires. après, ça dépend de lui. Alors, l'instituteur joue-t-il un grand rôle dans la Turquie rurale, disons? Oui, il joue un très grand rôle parce qu'il est un des personnages principaux de la vie de la commune turque avec le maire, le sergent et le douanier. Excellence, qu'est-ce que l'institut du village, des villages plutôt? C'est la commune rurale. La commune rurale, c'est l'entité la plus petite mais la plus réelle parce que qui touche après la famille, c'est la première entité qu'on rencontre.
et qui forment le pays. Si nous quittions le village pour revenir à la ville, j'aimerais que vous nous parliez des monuments d'Istanbul, par exemple. Ah oui, alors là, on peut parler pendant des jours. Les principaux, je sais. Parce que Istanbul est rempli de monuments. Évidemment, ailleurs, quand on parle monument à Istanbul, tout de suite on parle de Sainte-Sophie, par exemple. Oui, Oui, mais il y a Sainte-Sophie et plusieurs autres mosquées, des centaines et des fontaines. Mais si vous voulez, parlons par exemple de Sainte-Sophie, parce qu'il y a une chose très très intéressante là-dessus. Vous savez qu'elle a été construite d'abord par Constantin lui-même et au IVe siècle, puis restaurée au VIe siècle par Justinien, le grand Justinien. Et puis après la prise de Istanbul par Mohamed le Conquérant, on lui a ajouté des minarets, c'est devenu une mosquée. On a passé à la chaux les images chrétiennes, mais il a fallu que Atatürk trouve que cette œuvre était l'œuvre de l'humanité. Et il l'a transformée en un musée d'humanisme, qui est une combinaison chrétienne et musulmane et turque. Et toute sa beauté vient justement de cette combinaison. Vous parliez d'Atatürk, Mustafa Kemal, ce grand héros, ce père des Turcs d'ailleurs, tel que vous le nommez, a fait une révolution importante, mais il en a fait plusieurs autres, telle la révolution alphabétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, jusqu'en 1928, nous employions les caractères arabes qui cadrent mal avec la langue turque, puisque des particularités de cet alphabet ne correspondaient pas exactement, c'était difficile comme orthographe. Alors comme il voulait éduquer le peuple, il a voulu faire un alphabet très facilement assimilable. Alors il a choisi les caractères latins qui sont facilement appris et faire un alphabet tout à fait phonétique. Nous écrivons ce que nous prononçons et nous prononçons ce que nous écrivons. Est-ce que le tout a été fait d'un seul coup ou s'il a fallu 10 ans avant que Non, tout le monde... il y avait certains travaux, mais lui, il l'a fait en un an et il est allé lui-même, comme aux écoles de nuit, de soir, pour enseigner aux villageois les caractères. Il y a une autre évolution de Mustafa Kemal, c'est celle du calendrier. Oui, le calendrier musulman de l'Hégire était employé jusque-là, et puis en 1925, nous l'avons changé en calendrier grégorien, rien que pour ne pas avoir à le transformer avec le monde entier. Voilà. Par exemple, vous pourriez faire pour vos mesures, n'est-ce Oui. pas? Les mètres et Oui, les c'est pieds. ce qu'il a fait d'ailleurs. Aussi Le radicalement mètre, que ça. le kilo, etc. Oui. Oui. Le système métrique. Autrefois, nous avions autre chose. Il y a eu des changements vestimentaires aussi. La femme n'était-elle pas voilée? Oui, elle était voilée. Alors maintenant, elle est aussi dévoilée que n'importe quel habitant de Montréal. Et l'homme? L'homme, il s'habille comme vous et moi. Oui. Maintenant, est-ce que les gens acceptaient facilement ces changements de vêtements, par exemple? Évidemment, cette question surtout, pas de vêtements, mais surtout du couvre-chef, a eu des réticences parce que la subversion en a profité pour faire une histoire, mais la puissance d'Atatürk et son influence était tellement grande qu'on n'a pas pu le lui contester. Et quelle était la raison fondamentale pour laquelle Atatürk a décidé de mettre la Turquie au pas, au rythme du reste du monde, de l'Europe? Parce qu'il a vu que l'avenir de la Turquie, qui était un point de contact entre l'Orient et l'Occident, était plutôt tourné vers l'Occident. Il a dit que la Turquie doit être un pays occidental. Alors c'est la raison pour laquelle ces changements ont été faits d'une façon aussi Et radicale. aussi parce que les progrès avaient eu lieu ces derniers siècles en Occident plutôt qu'en Orient. Est-ce que cette progression vers l'Occident se continue toujours? Oui. J'entends les jeunes aujourd'hui, aiment-ils la musique de danse américaine, disons? Oui, ils sont à l'avant-garde. Et même aujourd'hui, et en art par exemple. Est-ce Et en que art aussi. vous avez eu vos... C'est-à-dire, ce que vous suivez ici, à Paris ou ailleurs, au grand centre, c'est la même chose qui a cours. Alors donc il faut s'enlever de l'esprit cette idée mystérieuse et romantique. Non, le mystère, peut-être, oui, que les adeptes Pierre Loti ne sont peut-être très contents, mais quand même le charme, si on sait le trouver, il est toujours là. Voilà. Mais on ne peut pas s'amuser à faire du théâtre pour plaire aux gens qui Voilà. veulent rester un demi-siècle en arrière, ça c'est une chose littéraire. Alors en somme, c'est l'Occident avec une expérience millénaire, c'est l'Occident en beaucoup mieux. Non, beaucoup mieux, mais en fait c'est une combinaison. Voilà. Excellence, je vous remercie. Merci à vous.
L'une des plus importantes contributions féminines à la modernisation de la Turquie, ce fut certainement l'hygiène, directement liée à l'éducation. Comme résultat, la malaria et la tuberculose sont maintenant en régression. Les infirmières et les institutrices peuvent exercer librement leurs fonctions, alors qu'autrefois la société ne le permettait pas. La guerre de l'indépendance a forcé la femme à plier son voile et à se rendre utile. De là le surnom donné à beaucoup d'entre elles, porteuses d'obus. Elles sont d'ailleurs passées à l'histoire. Un sculpteur a même fixé les traits de l'une d'elles dans le bronze, à côté du gazi. Le Coran défendait autrefois la représentation du visage humain. Cette première statue, sculptée en Turquie, a donc rompu avec une tradition séculaire. Si la femme turque consent à devenir porteuse d'obus, elle est quand même restée une excellente cuisinière. Et la cuisine turque est l'une des meilleures au monde, à côté de la cuisine française et de la cuisine chinoise. Il suffit de mentionner le shish kebab, qui est connu à travers le monde entier, et beaucoup d'autres mets. Par exemple, le pastirma ou pastruma, le pilaf, le borek, la confiture de rose, les loukoums. Les Turcs sont à juste titre fiers de leur cuisine nationale. Nous avons construit des ponts entre les nations que nous avons gouvernées, disent-ils. Et ce qui n'est pas moins important, nous leur avons appris à manger. C'est une heureuse conclusion. Gelin getir